Très bien, donc à nouveau bonsoir à tous. Je vous remercie d'être à nouveau nombreux ce soir. Un peu plus de 40 participants. J'avais une soixantaine d'inscrits après quelques personnes qui m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas venir. Mais bon, c'est pour ça aussi que voilà, j'enregistre pour les gens qui ne pourraient pas être là, et puis pour vous, si vous avez envie éventuellement de revoir cette conférence. Donc, conférence du mois d'avril. Euh, La thématique que j'ai voulu aborder ce soir concerne l'amélioration de la relation entraîneur-athlète. Alors, on a un module de formation spécifique là-dessus, hein, au niveau de l'organisme de formation, mais je souhaitais à la fois faire quelques rappels et puis aller un petit peu plus loin. Je sais qu'il y a des gens qui cherchaient aussi à passer ce module. Moi, personnellement, je vais le remettre au calendrier, puis je pense que mes collègues vont le remettre aussi. Mais voilà, l'idée, c'était aussi de vous proposer un petit focus sur la relation entraîneur-athlète avec comment dire, une, une vue un petit peu différente, voilà, de ce qui est proposé. Alors, il y a des éléments que j'ai repris, hein, dans le module, je ne vous le cache pas. Il y a des choses aussi que j'ai récupérées des contenus de formation à distance. Et puis, il y a aussi l'apport, on va dire, un petit peu personnel de ce que j'avais envie de mettre sur cette thématique, qui est vaste et complexe, évidemment, parce qu'il y a plein d'éléments différents qui vont entrer en compte dans la relation, on va le voir. Il y a énormément de choses qui influencent la relation qu'on peut avoir avec le ou les athlètes qu'on entraîne, enfin les athlètes en général. Euh, Après, elle va plutôt être prise sur le prisme de la relation individuelle de cette conférence. Mais évidemment, il y a des extensions possibles sur les groupes. Et puis, on verra aussi, je parlerai sans doute un petit peu des notions de groupe au cours de la soirée. Euh, donc, on va déjà définir le terme. Bon, vous savez ce que c'est qu'un entraîneur et un athlète, enfin, j'espère. Donc, la relation, c'est quoi? C'est un rapport entre au moins deux personnes basé sur la communication dans un environnement donné et qui peut prendre différentes natures. Donc, amitié, professionnelle, performance, voilà, c'est des différents domaines. Quand on a différents domaines de notre vie dans lesquels on est en relation avec d'autres personnes, au moins deux, enfin, on est au moins en contact avec une personne, sinon on ne parle évidemment pas de relation, mais il peut y avoir, comme on l'a dit, les notions groupales. Les composantes de la relation, je vous avais envoyé un petit peu, je vous avais envoyé un petit peu des questionnements, un petit questionnement, histoire de vous faire réfléchir un petit peu à vous, où vous en êtes. Euh, donc évidemment, les composantes principales de la relation, ça va être les caractéristiques des personnes impliquées, le statut, les valeurs, les caractéristiques de personnalité. Quand on est dans une relation avec quelqu'un, on est dans une relation avec quelqu'un qui est forcément différent de nous, même si on sait qu'il y a des grandes caractéristiques de personnalité. À un moment donné, deux personnes ne peuvent pas être totalement identiques. On a tous notre propre vécu, notre propre personnalité. Donc, forcément, la personne avec qui je suis en relation, eh bien, ces caractéristiques comme les miennes vont influencer fortement, évidemment, la relation. Donc, je vous avais proposé de réfléchir un petit peu à plusieurs questions. La première, c'était qui suis-je et pourquoi j'entraîne? Je ne sais pas si vous avez eu le temps de méditer un petit peu là-dessus. La deuxième question, c'était qui sont mes athlètes et pourquoi ils s'entraînent? Et puis, il y en a d'autres que je traiterai un petit peu par la suite, évidemment. Et à travers ces réponses, évidemment, se dessine déjà un petit peu la nature du lien qu'on va pouvoir développer. Donc, peut être dans un lien de performance. Voilà, je suis dans une relation de performance avec l'athlète. Je peux être dans un lien de développement personnel parce qu'il n'y a pas que la notion de performance dans le sport. Il y a aussi des gens voilà, je peux aussi avoir des gens dans mon groupe comment dire, qui sont dans une logique, voilà, de développement personnel, de progression, de développement de leur santé. Voilà, il y a plein de raisons possibles qui font que je peux entraîner du monde. Il n'y a pas que la notion de performance dans l'athlétisme, vous le savez.
Et puis après, ben, est-ce que je suis dans une relation plutôt amicale avec l'athlète ou est-ce que je suis dans une relation de mentorat, à savoir, voilà, est-ce qu'à un moment donné, je suis aussi dans le côté éducateur? Alors, évidemment, la relation, elle évolue au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire que si j'entraîne quelqu'un à partir du... Enfin, si je prends un jeune qui a 13 ou 14 ans et que je l'entraîne à un moment donné jusqu'à 24, 25 ans, voire plus loin, à un moment donné, évidemment, la relation ne va plus être la même. Quand on est dans une relation avec un jeune, il y a une notion de voilà, je suis plutôt en mode éducateur sportif avec les jeunes, et plus on va avancer, plus je vais devenir, je vais être dans l'entraînement, je vais être dans une évolution de ma relation qu'il est important évidemment de prendre en compte, parce qu'à partir du moment où l'athlète il change de statut et qu'il évolue, évidemment, on n'a plus la même relation quand on entraîne un jeune de 13 ou 14 ans et quand on entraîne déjà quelqu'un qui a 20, 22, 25 ans, forcément. Donc, qui suis-je, qui est l'athlète? Si vous avez eu le temps de répondre à cette question, vous vous êtes peut-être rendu compte qu'il y a plein de façons de répondre à cette question. Alors évidemment, la première chose quand on vous demande qui vous êtes, la première chose, c'est de donner son nom et son prénom. Donc ça fait partie des éléments de base de notre personnalité, c'est qui je suis un nom et un prénom. Et ça, c'est vraiment un composant important quand même de notre personnalité, parce qu'on sait que euh, si par exemple vous pouvez essayer, hein, si vous dites votre prénom et si vous dites un autre, enfin si vous dites je m'appelle et mon prénom, et ben vous avez comment dire, au niveau énergie pardon, de votre corps, vous avez de l'énergie. Si vous dites un faux prénom, vous verrez, ça fait partie des éléments qu'on utilise dans le profilage moteur des sportifs, enfin des personnes. Vous faites dire un faux nom à quelqu'un, il a beaucoup moins d'énergie que s'il dit son vrai prénom. C'est quelque chose assez perturbant quand on le fait faire aux gens, mais c'est vraiment quelque chose parce que c'est ancré en nous. Notre nom, notre prénom font partie intégrante de nous-mêmes. Évidemment, je peux me définir aussi à travers mon métier. Voilà. Je peux me définir à travers mes origines géographiques, mes origines ethniques. Voilà. Je peux me définir à travers mon sport et ma discipline. Donc ça, c'est aussi une figure forte de l'identité des athlètes, hein. Ça, c'est important aussi de le prendre en considération. Et surtout aussi, comment dire, dans la définition de l'identité de la personne, c'est aussi important de lui faire prendre conscience qu'il n'est pas qu'un athlète. Souvent, les athlètes blessés, ils ont des problèmes comment dire, les problèmes qui se posent aux athlètes blessés en termes d'accompagnement, c'est souvent lié au fait qu'ils ont une identité extrêmement forte dans leur discipline, et enfin liée à leur discipline, à leur sport, et à partir du moment où ils ne peuvent plus pratiquer ce sport, il leur manque une partie de leur identité. Donc c'est important aussi de travailler autour de cette notion d'identité et de faire bien comprendre à l'athlète qu'il n'est pas qu'un sportif. Il est aussi une personne et il a aussi d'autres choses à côté. Je peux me définir à travers mes compétences, à travers mes forces, à travers mon caractère, à travers ma personnalité. Je peux me définir en tant qu'entraîneur, en tant qu'athlète, voilà, par rapport à quelque chose que je fais au sein d'un club. Je peux me définir aussi par rapport à mon expérience. Voilà. La vie fait que je ne suis pas évidemment la même personne à 5 ans, à 10 ans, à 20 ans, à 30 ans, et voilà, et je change en permanence et j'évolue évidemment en permanence, heureusement. Et puis après, je peux avoir là, les notions de rôle personnel dans un groupe. Là, j'ai pris l'exemple de la famille, mais ça peut être aussi, bah oui, dans un club, je peux avoir un rôle particulier. Alors, j'ai parlé d'entraîneur, d'athlète, mais je peux être président du club, je peux me définir à travers plein de critères différents. Et c'est pour ça que c'est important, de temps en temps, de se poser la question, OK, qui je suis moi et qui est l'athlète avec qui je suis en relation. La deuxième question que vous avez posée aussi, c'était pourquoi est-ce que j'entraîne? Alors, il y a plein de raisons d'entraîner. J'espère que si vous y avez réfléchi, ben, vous verrez peut-être que vous avez d'autres raisons que celles que je vous ai exposées, hein. C'est évidemment une petite liste non exhaustive. Une des premières raisons pour lesquelles j'entraîne, ça peut être que j'aime ça. Souvent, voilà, on entraîne évidemment et heureusement par plaisir. Je peux entraîner pour transmettre parce que j'aime
transmettre des choses aux athlètes. Je peux entraîner parce qu'on me l'a demandé. C'est souvent le cas, souvent le cas chez nous, hein, en début de enfin, dans le bois, pas que dans l'athlétisme, hein, dans les associations en général, les associations sportives, on se retrouve souvent entraîneur parce qu'on nous l'a demandé, parce qu'il y avait des besoins, il y a toujours des besoins d'encadrement. Donc, moi, j'ai commencé parce qu'on m'a demandé d'entraîner, hein, très clairement. J'en ai fait mon métier, voilà. Donc, j'ai déjà eu l'occasion de remercier plusieurs fois la personne qui m'avait poussé à commencer les formations d'entraîneur. Mais voilà, je me suis rendu compte, évidemment, qu'on m'a poussé à y aller, mais que j'aimais ça forcément. Sinon, je serais évidemment pas là. Je peux aussi entraîner parce que j'aime être avec les autres. J'aime voilà, être en contact avec d'autres. Je peux entraîner parce que ça me donne de l'importance. Ça fait aussi partie des choses, des besoins de l'être humain, d'avoir de la reconnaissance et puis de se sentir important. Il n'y a pas de, il y a pas de souci avec ça. Hein. C'est pas, voilà, ça peut être une des raisons. Je peux le faire pour gagner ma vie parce qu'on a aussi de plus en plus dans notre sport des gens qui sont professionnels. Évidemment, souvent, les gens qui gagnent leur vie avec ça, c'est d'abord et avant tout des passionnés. Bien évidemment, parce que faire, voilà, être dans le milieu associatif, notamment être éducateur sportif, c'est d'abord un métier passion. Mais voilà, ça, je peux le faire aussi. Je peux en faire mon métier parce que ça me passionne. L'athlète, ça peut être toute ma vie. Ça, c'est des choses qu'on entend des fois. Sur le stade, je suis le chef. C'est un petit clin d'œil un petit peu péjoratif, mais voilà, est-ce que c'est une bonne raison d'entraîner ou pas? Ça, c'est, je vous laisse, vous les juges. Pour me réaliser à travers l'autre, alors ça, c'est quelque chose qui n'est pas souhaitable, mais qui malheureusement peut faire partie des motivations de l'entraîneur et peut faire partie de ses attentes, on le verra. Et justement, c'est quelque chose d'un petit peu gênant quand on est dans ce qu'on appelle le syndrome de réussite par procuration. Euh, il y a des entraîneurs qui ne s'en cachent pas. Hein. Je ferai référence à un article qui est sur un site internet à la fin de ma présentation. Et clairement, voilà, il y a des entraîneurs qui disent bah, moi, j'ai voulu entraîner parce que je voulais entraîner des athlètes qui réalisent ce que je n'ai pas pu faire moi en tant qu'athlète, à savoir voilà, être champion olympique et de gagner des médailles. Machin. Donc, c'est une motivation comme une autre, mais quelque part, c'est pas forcément, on va dire, enfin, la meilleure des motivations possibles, parce qu'après, on verra que ça crée à un moment donné ça crée un petit peu des tensions où ça peut nuire, on va dire, à la relation que j'ai avec l'athlète. Je peux le faire pour m'occuper aussi, parce que voilà, je peux entraîner parce que ça me passe le temps, pourquoi pas. Et puis, bah, évidemment, il y a plein d'autres raisons possibles que vous pouvez vous préciser à vous, savoir un petit peu pourquoi est-ce que vous entraînez. Alors, j'espère qu'il y en a beaucoup qui entraînent ici ce soir parce qu'ils aiment ça. Encore une fois, on a pu vous demander, mais voilà, on se prend souvent au jeu et effectivement, ça reste quelque chose d'intéressant. Alors, moi, personnellement, j'entraîne parce que je vais vous donner moi ma raison qui fait que j'entraîne, c'est que on va dire, dans ma personnalité, il y a deux choses que j'aime, c'est l'aspect technique, c'est-à-dire que voilà, le côté technique des choses et compréhension technique, technique au sens large, hein, voilà, la technique de l'entraînement, la technique de la spécialité, voilà, ce sont des choses qui me passionnent, donc j'aime apprendre et puis voilà, travailler autour de cette logique technique. Et puis surtout, je suis aussi quelqu'un qui aime valoriser et faire progresser les autres. Donc, au-delà d'être avec d'autres personnes, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que je peux apporter aux gens pour les faire progresser eux-mêmes. Donc, voilà. Moi, je l'ai identifié clairement. C'est pas toujours facile, hein, c'est un vrai travail de réflexion sur soi. Voilà. Mais c'est quelque chose que je connais maintenant clairement sur moi. Et pourquoi j'entraîne, c'est parce que j'aime faire progresser les autres et j'aime apprendre. Donc, pourquoi l'athlète, lui, il s'entraîne? Bien évidemment, euh, il y a différentes motivations aussi. Il s'entraîne pour progresser, il peut s'entraîner pour passer le temps. Alors, encore une fois, c'est pas une des motivations les plus importantes, hein, de venir passer le temps, mais quelque part, ça peut être une motivation comme une autre.
Il peut aussi venir pour apprendre des choses, parce qu'on a plein de choses à faire apprendre aux sportifs. Et c'est aussi quelque chose que je défends souvent, c'est qu'il faut vraiment arriver à mettre en valeur ce qu'on apporte aux athlètes. Donc c'est moi, qu'est-ce que j'attends, enfin qu'est-ce que j'entraîne, pourquoi j'entraîne et qu'est-ce que j'en attends, mais aussi à un moment donné, il faut être capable de montrer que nos disciplines et comment dire, nos valeurs, les valeurs d'athlétisme ont ont une vraie valeur, justement. Je me répète un petit peu, mais voilà. Donc il y a plein de choses qu'on peut apprendre à travers l'athlétisme. Euh, L'athlète, il s'entraîne aussi, il y en a encore qui s'entraînent pour faire des performances, je l'espère, même si on sait que ça reste une petite partie des pratiquants. Il peut s'entraîner pour être reconnu, même si on sait que c'est pas non plus une des meilleures formes de motivation. Si c'est la seule motivation, c'est pas une des meilleures formes de motivation par rapport à la pratique. Il peut s'entraîner pour gagner aussi. Il y a des gens qui aiment gagner, évidemment. Il peut s'entraîner aussi pour se faire plaisir, heureusement. Il peut s'entraîner pour se maintenir en forme. Il peut venir s'entraîner pour être avec ses amis. Ça, c'est aussi une forme évidemment, de motivation. Je peux venir. Moi, enfin, à titre personnel, j'ai commencé l'athlétisme parce que j'avais des amis qui faisaient de l'athlé, hein, voilà, donc c'était pas, à la base, c'était pas une grande passion, ça l'est devenu avec la pratique. Ça peut être parce qu'il y est forcé, alors ça, c'est pas non plus une très bonne chose. Alors oui, c'était sur le pour faire plaisir, d'ailleurs, il y a pour faire plaisir ou pour se faire plaisir. Je l'ai interprété, vous voyez, j'ai rajouté un SE, mais c'était bien formulé pour faire plaisir. Et parce qu'il y est forcé, en fait, c'est deux types de motivations, ce qu'on appelle extrinsèques, c'est-à-dire des motivations externes. Je peux être, il y a voilà, ça peut arriver hein, d'avoir quelques jeunes qui font de l'athlé parce que les parents ont décidé qu'il fallait faire de l'athlé. Donc voilà, pour faire plaisir à l'entraîneur parce que je l'aime bien, donc je continue à venir même si j'ai plus envie. Donc ça, vous l'avez compris, c'est pas des motivations qui sont les motivations les plus porteuses voilà, de performance et d'engagement dans la pratique. Après, il y a des sportifs qui ont fait toute leur carrière dans certains sports, y compris à très haut niveau, parce qu'ils y ont été forcés. L'exemple typique, c'est André Agassi au tennis, hein, pour les plus anciens. Pour les plus jeunes, ceux qui ne connaîtraient pas André Agassi, ça a été un des meilleurs joueurs de tennis mondiaux. Il a été numéro 1 mondial dans les années 90. Et dans son autobiographie, il décrit dès la deuxième page en fait qu'il déteste le tennis. Il joue au tennis depuis des années parce que son père l'a forcé à jouer au tennis, parce que la motivation de son père, c'était de le mettre à un sport rémunérateur pour qu'il gagne de l'argent, pour sortir la famille de la difficulté. Et, euh, et en fait, il a passé 15 ans à jouer sur le circuit ATP, à être dans les meilleurs joueurs mondiaux pendant 15 ans, alors qu'il détestait ce sport. Donc, on peut atteindre un certain niveau en y étant forcé, mais quelque part, c'est pas non plus la meilleure des motivations. Alors, entre qui je suis, qui est l'athlète, ce que l'athlète, enfin, pourquoi l'athlète est là et pourquoi je l'entraîne moi, il y a aussi ce que moi j'attends des athlètes, au-delà de ça. Donc, je peux attendre des athlètes de la confiance, donc qui me fassent confiance, de la fidélité, de l'investissement, de la loyauté, du résultat, de la motivation, de la reconnaissance, des remerciements qui me mettent en valeur ou toute autre chose, on va dire, qui tourne autour de ce que j'attends des athlètes. Alors évidemment, il y a des degrés, on va dire, d'attente qui sont plus ou moins porteurs aussi de valeur. Je suis peut-être dans le jugement, mais à un moment donné, euh, voilà, quand j'attends d'un athlète qui soit fidèle et qui soit loyal, alors la loyauté, ok, la fidélité, à un moment donné, l'athlète, s'il a envie d'aller voir ailleurs, il a tout à fait le droit d'aller voir ailleurs. Mais si mon attente et ma définition de la fidélité, c'est que l'athlète, à partir du moment où il a commencé avec moi, il doit faire toute sa carrière avec moi, c'est quelque part, je n'ai pas compris le rôle de l'entraîneur. Et on y reviendra, parce qu'à partir du moment où la relation commence
à se distendre, à un moment donné, il faut être capable de prendre du recul et puis d'être clair. Et si vous êtes clair dès le départ, justement, sur la relation que vous avez avec l'athlète, quand l'athlète il a envie de s'en aller et de changer d'entraîneur, vous verrez que ce n'est pas un drame, contrairement à ce qu'on peut parfois voir, lire. Il n'y a pas de, il n'y a pas de besoin de faire de la dramaturgie, en fait, quand un athlète il a envie de s'en aller, parce que l'athlète, il n'appartient qu'à lui. Il n'a pas signé un contrat d'engagement avec vous et vous n'avez pas de droit de propriété sur lui. Ensuite, donc, il y a évidemment ce que je pense que l'athlète attend de moi. Donc, qu'est-ce que moi je pense que l'athlète attend? Ben, je peux penser qu'il attend une progression. Il attend de pouvoir donc, avoir mes compétences, enfin, que je mette à disposition mes compétences, ma disponibilité, de l'expertise. Il peut attendre du résultat. Il peut attendre aussi évidemment une présence, de la compréhension par rapport à ce qu'il vit, ce qu'il fait, etc., du soutien, de l'écoute, ou encore une fois, plein d'autres choses, hein. Vous avez compris, mes listes ne sont évidemment pas exhaustives. Et puis, ben, ça, c'est ce que je pense que l'athlète attend de moi. Ce qui peut être intéressant dans la relation, évidemment, que vous avez avec l'athlète, c'est de lui poser la question de lui, ce qu'il attend de vous. On peut peut-être des fois se faire des idées, de se dire que l'athlète, il attend plein de choses, alors qu'en fait, il attend peut-être une chose très simple, que je lui apporte ou que je ne lui apporte pas. Et donc déjà dans la relation, être au clair sur qu'est-ce que moi j'attends, qu'est-ce que l'athlète il attend, pourquoi on s'entraîne, voilà, et se mettre d'accord sur pourquoi moi je suis là, pourquoi l'athlète il est là, qu'est-ce qu'il attend, qu'est-ce que j'attends. Ça fait déjà un bon socle de réflexion et surtout un bon socle de travail et de coopération entre les deux. Si vous êtes au clair sur sur les attentes mutuelles, on a déjà un travail de base on a déjà une relation de base qui va se mettre clairement en place. Et donc la relation dans le sport, elle est basée sur une entente entre une personne qui veut atteindre des objectifs et un guide qui veut l'y amener. J'ai conservé volontairement le mot guide, que c'est quelque chose dans les références que j'ai reprises pour préparer. Le mot guide me parlait bien parce que plus on avance encore une fois, dans le processus d'entraînement avec quelqu'un, plus on devient un guide et plus on est dans une relation d'égal à égal et moins, comme je vous le disais tout à l'heure, une relation d'éducateur à apprenant. À partir du moment où l'athlète il atteint un certain niveau, il a aussi plein de choses à dire, plein de choses à vous apporter. Donc, moi, je suis là, plus l'athlète est expérimenté, plus l'athlète est performant, plus je me positionne en guide et plus uniquement en prescripteur d'entraînement, évidemment. Donc, pour être bon dans la relation, l'entraîneur, il a besoin évidemment de connaître sa discipline sportive et les facteurs de performance. Ça, c'est la base, hein, de l'entraînement. Le problème, c'est qu'il ne faut pas avoir que ça. Il faut aussi développer une procédure pour favoriser l'apprentissage et la maîtrise des habiletés. Donc ça, c'est toujours lié. Une fois que je connais ma discipline, eh ben, il faut que je travaille sur comment qu'est-ce que j'applique à l'entraînement pour que l'athlète apprenne des choses, progresse et puis maîtrise un certain nombre d'habiletés. Évidemment, je dois planifier le travail dans le temps. Ça fait partie des incontournables de l'entraînement. Donc, ça suppose évidemment d'organiser, de planifier, de gérer, de contrôler. Donc, ça, c'est tout un processus qui prend du temps, euh, qui n'est pas toujours facile c'est pas toujours facile à mettre en place, hein, ça j'en suis bien conscient, parce que dans l'entraînement, il y a souvent ce qui se voit, c'est OK, je passe du temps sur le terrain, je suis sur le terrain, mais il y a tout ce qui doit avoir lieu en dehors, c'est passer du temps à connaître sa discipline, les facteurs de perf, c'est aussi se former, comme vous le faites ce soir.
quand je prends du temps pour améliorer mes connaissances, pour améliorer tout ce qui touche et vous voyez, hein, les connaissances, elles sont extrêmement larges, on va le voir. Donc tout ça, ça prend aussi beaucoup de temps. Évidemment, c'est du temps qui est invisible pour les gens qui vous êtes sur le terrain, mais qui n'est pas invisible pour vous. Donc, C'est entraîner, assez c'est fort. une... Voilà. Oui, donc, excusez-moi, je n'ai pas un micro. Donc, entraîner, c'est passer, il y a beaucoup de temps en dehors du stade. Les qualités requises, évidemment, les compétences, les savoirs que je dois connaître sur ma discipline, les savoir-être sur moi, ma façon d'être, et puis les savoir-faire sur l'application de ce que je vais mettre dans mes contenus d'entraînement, évidemment. Donc ça, en général, ça va, comment dire, c'est des choses qu'on arrive à peu près à maîtriser. Ce qu'on a un petit peu plus des fois de mal à maîtriser, c'est la confiance la confiance que j'ai à réaliser la tâche, à être intègre dans mes décisions, à être stable émotionnellement, à respecter mes engagements. Ça, c'est pas toujours facile non plus. Alors, encore une fois, il n'est pas question de juger ou de préjuger de quoi que ce soit. C'est à un moment donné, encore une fois, c'est une vraie implication, un vrai travail. Et donc, euh, transmettre voilà, de la confiance, de la stabilité émotionnelle à l'athlète, c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile. Ensuite, évidemment, je dois savoir communiquer. Donc, la communication à la fois sur le côté organisationnel, en général, ça se passe plutôt bien sur la tâche, sur le performeur, et souvent, le dernier point qui est un petit peu plus compliqué à traiter, c'est communiquer sur la relation. C'est quelle relation j'ai à la personne, c'est pas toujours facile de communiquer, surtout en plus quand vous êtes dans un groupe un petit peu conséquent. Euh, Vous avez évidemment la difficulté en tant qu'entraîneur d'aller communiquer avec tout le monde. On n'a pas les mêmes relations avec tout le monde. Quand vous êtes dans un groupe, il y a des gens qui ont des relations entre eux aussi. Donc, ça fait tout un mélange de problématiques sur lesquelles il n'est pas toujours facile d'agir, évidemment. Mais voilà, être un petit peu, il faut essayer d'être un petit peu attentif à ce qui se passe aussi dans les relations que vous avez, vous, avec les différents membres du groupe et aussi entre les personnes de votre groupe. Parce que ça peut, par l'expérience, hein, pour avoir géré quelquefois des problématiques justement de groupe, de relations dans le groupe, avec l'entraîneur, etc., ça peut vite partir dans tous les sens et ça peut vite foutre un petit peu le cirque dans un groupe où les gens, à la base, étaient plutôt contents d'être là. Donc ça, c'est prendre le temps de discuter de ça et de communiquer là-dessus, c'est jamais inutile. Et puis évidemment, qualité requise, le respect de l'athlète, de son environnement, le respect de soi. Alors, quand je parle de l'environnement, c'est aussi à un moment donné considérer que l'athlète, il n'est pas qu'un athlète, je vous le disais tout à l'heure, par rapport à l'identité, mais à un moment, si je ne prends en compte que ce qui se passe à l'entraînement, euh, je vais vite me confronter, que je ne connais pas un petit peu ce qui se passe à l'extérieur sur l'environnement de l'athlète, je peux vite je peux vite me confronter à des murs et tourner un petit peu en rond. Alors ça m'est pas arrivé, enfin, moi j'ai réussi, j'arrive à prendre en compte l'environnement de l'athlète, mais voilà, quand vous avez quelqu'un qui vient vous dire il fait quoi l'athlète, il avance pas, machin, alors que déjà il a rien à, il a rien à, il a rien à vous dire là-dessus, mais bon, les gens aiment bien parler, et qu'à un moment donné, voilà, quand vous savez que l'athlète il est en difficulté au niveau professionnel, qu'il est extrêmement fatigué et que nerveusement il est à plat, à un moment, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse des performances? Donc, tu vois, donc dans l'approche de l'entraînement, il y a aussi ça, c'est connaître l'environnement et savoir un petit peu comment l'athlète il évolue en dehors juste de l'entraînement.
Les blagues du genre moi, l'athlète, ce qu'il fait en dehors, ça ne m'intéresse pas, et tout ce qui m'intéresse, c'est qu'il soit à l'entraînement et qu'il s'entraîne, ben, il vous manque une partie de la logique. Et à un moment donné, vous pouvez avoir le meilleur plan d'entraînement du monde, la meilleure volonté du monde, le meilleur entraîneur du monde. Si l'athlète, dans son environnement, il n'est pas serein et où il y a des choses qui, à un moment donné, vont impacter sur son état d'esprit, son physique, etc., ben, vous ne ferez rien de toute façon avec l'athlète. Donc, il faut aussi avoir une vue globale et connaître l'athlète. Voilà, la relation, c'est ça, c'est connaître la personne qu'on a en face de soi et pas juste la connaître sur l'aspect physique et technique, c'est savoir aussi ce qui se passe autour. C'est pas de l'indiscrétion, c'est une nécessité de savoir un petit peu comment va la personne en dehors de l'aspect sportif. Donc en fait, on peut aussi dire que la relation entraîneur-athlète, elle est un petit peu à l'interface entre ce qu'on appelle la relation d'aide. La relation d'aide, en fait, ça consiste à aider une personne à utiliser des ressources pour solutionner un problème et augmenter son bien-être. Parce qu'il ne faut pas oublier que la première ambition, quand vous entraînez les gens, c'est qu'ils aillent bien, d'abord, et que de toute façon, un athlète qui va pas bien, il y a des athlètes qui se construisent en termes de performance sur leur mal-être, mais quelque part, on sait quand même qu'un athlète qui va bien, il a quand même plus de chances d'être performant, quoi. Donc, on est d'abord dans on est un peu dans cette logique, et on est aussi dans le coaching au sens large qui vise à amener une personne à réaliser ses objectifs et en assurant donc le soutien pour y arriver. Donc en fait, c'est le domaine sport, la relation entraîneur-athlète dans le domaine sportif, elle est un petit peu, on navigue un peu entre les deux. C'est je vais faire en sorte que l'athlète il atteigne ses objectifs, évidemment qu'on aura discuté et fixé ensemble, mais je vais aussi être le garant un petit peu de comment il va, et forcément, il va falloir que je me préoccupe de son bien-être, si je veux qu'il aille bien et qu'il fasse des performances. Donc ça nécessite évidemment, savoir tout ça, ça nécessite une bonne communication, on l'a déjà dit. Ça nécessite, on l'a déjà dit aussi, le respect de soi et de l'autre, et puis ça nécessite de la confiance, parce que de toute façon, une relation une relation, ça se bâtit sur la confiance. Si l'athlète ne vous fait pas confiance, si vous n'avez pas confiance en l'athlète, ça va être un petit peu difficile de construire quelque chose et de construire une relation avec lui. Alors bien évidemment, la relation elle est positive dans un environnement qui est favorable, dans des situations qui sont favorables aussi, voilà, de réussite, quand l'entente est bonne dans un groupe, je vous l'ai dit tout à l'heure, et puis aussi lorsque la communication fonctionne et que la parole est libre. Voilà, quand j'arrive à dire les choses, en général, dans la relation, tout va bien. Le seul problème, c'est que la relation, elle peut se dégrader. Alors, elle peut se dégrader dans plusieurs domaines, elle peut se dégrader dans l'entraînement, quand le cadre d'intervention n'est pas précis ou pas suivi. C'est voilà, c'est quelque chose sur lequel j'insiste aussi assez souvent, et j'ai fait une intervention dans un groupe il n'y a pas longtemps, et je suis revenu là-dessus, justement, en fait, c'est dans quel cadre vous voulez fonctionner et dans quel cadre vous voulez interagir à l'entraînement. Il y avait une discussion sur le téléphone, la musique, les machins. À un moment, j'en discutais pas plus tard qu'hier avec une athlète. Elle me disait, ouais, en fait, à l'entraînement, là, tout le monde a son casque, machin, personne ne se parle. J'ai dit, moi, ça fait peut-être un peu vieux jeu, hein. Je dis, mais moi, l'athlète qui vient à l'entraînement avec moi et qui a son casque, il a deux options, c'est soit il range son casque, soit il s'en va. Parce qu'à un moment, quand on est dans un entraînement, on est là pour échanger avec les gens, on est là pour s'entraîner, on n'est pas là pour faire son truc dans son coin et pas se préoccuper de ce que peut dire l'entraîneur ou avoir un truc qui va couper la communication. Donc après, voilà, c'est ma façon de penser, je la partage avec moi, mais voilà, donc pour moi, il est très clair, c'est à l'entraînement, on n'a pas de casque, à l'entraînement, on s'entraîne. Donc on discute, on échange, même si l'athlète il est tout seul, hein. Voilà, donc après, qu'on mette de la musique, voilà, quand on fait de la musculation, des choses comme ça, ça me dérange pas, évidemment. Mais voilà,
quand je fais une séance technique, je n'ai pas envie d'avoir un athlète qui a des écouteurs dans les oreilles. Quand on laisse perdurer aussi des malaises et des insatisfactions, à un moment donné, voilà, quand il y a des choses mm, mettent un, qui mettent un petit peu les gens en colère, ça rejoint aussi le cadre, hein. Ouais, justement, c'est tiens, bah, lui, il est toujours en retard, il arrive quand il veut, enfin, ou il n'est pas sérieux, ou voilà. Donc ça, c'est pareil. C'est des choses sur lesquelles il faut intervenir et interagir rapidement parce que ça peut vraiment dégrader rapidement la relation à l'entraîneur de l'athlète et puis aussi la relation dans le groupe. Oui, j'oublie pas évidemment que dans 99% des cas, on entraîne des groupes. Donc la relation peut aussi se dégrader en situation stressante, évidemment, quand il y a des enjeux. Alors les obligations de résultat, euh, il n'y en a pas, enfin, il n'y en a pas beaucoup. On est en attente de résultats, évidemment. Donc, dans les moments à fort enjeu, euh, l'obligation de résultat, pour moi, je suis pas, enfin, moi, je considère que j'ai pas d'obligation de résultat avec les sportifs. La seule obligation que j'ai, c'est ce que j'appelle des obligations de moyens, c'est-à-dire que on se fixe des objectifs. Mon obligation, c'est de travailler autour du déploiement d'un maximum de moyens pour qu'on puisse atteindre les objectifs. Après, ils sont atteints, ils ne sont pas atteints, on en discute, on estime pourquoi ils ont été, enfin, on essaye de tirer des enseignements de pourquoi on y est arrivé, pourquoi on n'y est pas arrivé, mais à un moment donné, je ne me sens jamais en obligation que l'athlète réussisse. L'obligation de résultat, à un moment, euh, on est dans un environnement où de toute façon, la performance, elle est multifactorielle et si vous vous mettez en plus dans l'obligation de réussir, vous augmentez le stress de toute façon de l'athlète et puis le vôtre aussi de toute façon. La relation peut aussi se dégrader quand il y a une perception d'impuissance. Voilà, quand l'athlète ou moi, je ne me sens pas du tout en capacité de maîtriser la situation, eh ben, la relation peut se dégrader parce qu'à un moment donné, je peux avoir l'envie ou la tendance de rejeter la faute sur l'athlète, ou l'athlète peut avoir tendance à rejeter la faute sur l'entraîneur. À un moment donné, voilà, on est dans un partage des tâches, mais aussi on est dans un partage des responsabilités. C'est un mauvais, enfin, euh, le fait de ne pas atteindre un objectif, c'est jamais tout de la faute de l'athlète et jamais tout de la faute de l'entraîneur. À un moment donné, il y a des torts qui sont partagés. Après, à titre personnel, je considère, non pas pour me dédouaner, mais parce que ça fait partie des éléments sur lesquels je travaille aussi, c'est l'athlète qui est responsable principal de sa performance. C'est-à-dire que l'entraîneur, il peut avoir fait des erreurs dans la programmation, il peut y avoir un certain nombre de choses qui clochent avec l'entraîneur, évidemment. Donc, je peux porter une partie de la responsabilité du fait que l'athlète n'atteint pas ses objectifs. Par contre, c'est l'athlète le responsable. C'est s'il fait n'importe quoi, s'il n'est pas sérieux, si j'en ai, il va pas, il n'a pas à venir se plaindre qu'il n'atteint pas ses objectifs, si lui ne s'est pas donné les moyens, clairement, d'atteindre ses objectifs. Donc, le vrai porteur de la performance, c'est l'athlète. C'est important aussi pour la relation, on le verra un petit peu plus tard. Et puis évidemment, en situation de conflit, voilà, après, de toute façon, c'est aussi tous ces éléments-là qui vont amener la situation de conflit. Si je ne résous pas rapidement les problématiques du cadre d'intervention, les insatisfactions, etc., on va basculer dans des situations qui peuvent mener à des conflits. Alors, les raisons les plus fréquentes de dégradation, donc le manque d'écoute, verbal, non verbal, physique, technique, stratégique, voilà. Donc, la collecte d'informations fausses ou incomplètes, les mauvaises interprétations, les mauvaises décisions. Le mauvais style de coaching selon l'athlète, son âge, son niveau de performance, donc le côté autocrate ou coopératif. Alors, je le disais, à un moment donné, quand l'athlète il évolue et il grandit, ben, on est de plus en plus dans le coopératif et de moins en moins dans le j'applique, je dis, tu fais et tu t'es. Ça marche pas à partir d'un certain âge, ça marche plus, quoi. Ça peut marcher ça peut continuer à marcher avec quelques athlètes et quelques types de personnalités, mais la plupart
des athlètes, enfin la plupart des humains, on va dire, même si ce n'est même pas une question d'athlète, c'est voilà, quand vous arrivez à un certain âge, eh ben, vous avez envie de plus en plus qu'on prenne en compte votre avis, qu'on vous écoute et pas qu'on vous dise fais comme ci, fais comme ça. Si en plus vous avez perçu qu'il y avait des choses sur lesquelles, enfin, des éléments d'entraînement qui vous conviennent bien, des choses que vous comprenez bien, etc. Si on n'écoute pas le fait que sur ces éléments-là, vous avez votre mot à dire, ben, forcément, la situation va se dégrader. L'absence d'intégration de l'athlète dans le processus de planification, ça fait aussi partie des raisons qui dégradent une relation. Les émotions négatives qui amènent la justification et l'imposition, donc on revient sur le côté autocrate, hein, c'est voilà, j'impose un certain nombre de choses alors si je le justifie encore, ça peut encore passer, mais souvent c'est on va là-dessus et point. L'instabilité émotionnelle de l'entraîneur en situation stressante, ça, on va y venir parce qu'on parle souvent de l'athlète qui est en stress, mais l'entraîneur, il est souvent aussi stressé, voire peut-être même des fois plus stressé que l'athlète. Donc, l'instabilité émotionnelle entraînée par le stress peut être un vecteur de dégradation de la relation. Et puis, un mauvais niveau de communication sur les faits, la personne, la relation. Donc, si je ne communique pas sur le bon niveau et le bon vecteur, ça peut aussi amener une dégradation de la relation. Donc, par rapport au manque d'écoute, je voulais faire un petit focus vraiment sur le côté, sur l'écoute active. Alors, je ne vais pas vous apprendre en 5 minutes dans une visio jeudi soir à faire de l'écoute active. Par contre, j'aimerais vous redonner un petit peu vous donner les éléments essentiels de l'écoute active. On a souvent tendance à mettre en avant justement le manque d'écoute, oui, mon entraîneur ne m'écoute pas. Encore une fois, je l'ai encore vécu sur l'intervention que j'ai fait la semaine dernière. J'ai eu droit, l'entraîneur ne m'écoute pas. Donc, c'est pas parce que j'entends ce que les gens me disent que je les écoute. D'accord? Parce que entendre, c'est un sens, écouter, c'est un art, c'est pas de moi, hein, c'est une citation. L'audition est un sens et l'écoute est un art. Donc, comment je fais pour montrer à quelqu'un que je l'écoute? Donc, il y a plusieurs choses, évidemment. Une des premières choses, c'est d'être connecté à la personne, donc observer le langage corporel de la personne, lui montrer de l'intérêt, savoir se taire, parce que un des problèmes principaux de la communication, c'est que souvent on n'écoute pas pour comprendre la personne, on écoute pour lui répondre. Or, la force de l'écoute active, c'est de savoir se taire et de surtout savoir ne rien dire et juste écouter la personne et puis l'amener à s'interroger, l'amener à approfondir sa réflexion. Et une des réalités de la communication, c'est qu'on coupe en moyenne la parole d'une personne toutes les 16 secondes quand on échange avec quelqu'un, et qu'il faut 1 minute à 1 minute 30 au cerveau pour faire le cheminement complet pour exposer une idée. Donc, vous voyez, au bout de. Voilà, en fait, donc on ne laisse pas le temps aux gens d'exprimer pleinement et clairement ce qu'ils ont envie de vous dire. Donc, la première chose, quand vous voulez écouter quelqu'un, apprendre à se taire. Écouter ses émotions, évidemment, rester concentré sur lui. Et puis, les éléments les plus intéressants et les plus importants, c'est le questionnement, la reformulation et le fait de synthétiser ce que la personne vous a dit. Donc, le questionnement, c'est si je sais questionner correctement la personne, eh ben, je vais pouvoir justement l'aider à aller au bout de la démarche de sa réflexion. Les questions les plus utiles, c'est pourquoi, ça c'est la question la plus puissante, quoi et comment. Ça, c'est les trois questions les plus puissantes dans le questionnement. Après, vous avez où, quand, qui sont et combien qui sont plutôt des questions de précision. C'est voilà, où ça s'est passé, quand, etc. C'est plutôt des questions de précision. Les questions, on va dire,
avec uniquement de possibilités de réponse, les questions fermées, oui, non, ce pas des questions utiles, enfin, pas des questions utiles, ce pas des questions qui ont une puissance importante dans l'écoute active. Les questions les plus importantes, c'est d'aller questionner la personne sur le pourquoi, voilà, de son ressenti. J'ai l'impression que voilà, la relation avec mon entraîneur, elle se dégrade. OK, pourquoi? OK, qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est quoi les raisons, etc. Et ça va aider la personne à aller au bout de sa démarche de réflexion, vous expliquer clairement le pourquoi de sa réflexion. La reformulation, c'est utiliser des mots de la personne ou resynthétiser, reformuler, synthétiser, c'est un peu la même chose, hein. C'est, voilà, la personne vous explique quelque chose, vous allez essayer de lui réexpliquer la même chose, soit en utilisant quasiment les mêmes mots, soit en utilisant d'autres mots. Et ça, c'est pareil, ça va permettre de donner un degré d'expression à la personne et de lui permettre aussi vraiment d'exprimer clairement ce qu'elle a à dire. Et puis, ça vous permet aussi à vous de lui montrer que vous l'avez écouté, voilà. Deux, vous avez compris ce qu'elle vous disait, parce qu'une des difficultés de la communication, c'est pas ce que je veux dire, en fait, c'est la façon dont la personne le perçoit. Donc, je dois m'assurer que, en fonction de ce que je communique, je dois m'assurer que la personne a bien perçu ce que je voulais lui dire. Et ça, c'est toute la difficulté de la communication. Les interprétations, voilà. Il y a plein d'éléments dans la communication qui peuvent faire qu'on tombe à côté. Et autre chose importante quand vous êtes entraîneur, justement, et ça m'est arrivé encore dernièrement, je le remarque de plus en plus parce que je suis de plus en plus entré là-dessus, quand vous donnez une consigne à un athlète et qu'il ne fait pas ce que vous lui demandez, ce n'est pas lui qui n'a pas compris, c'est vous qui avez mal expliqué, en fait. Enfin, vous avez expliqué de la façon dont vous comprenez vous, mais vous ne l'avez pas expliqué de la façon dont il comprend lui. Donc maintenant, quand j'ai un athlète qui me dit j'ai pas compris ce que tu m'as dit, je dis non, c'est pas toi qui n'as pas compris, c'est moi qui me suis mal exprimé ou c'est moi qui ne me suis pas assuré que tu avais compris mon message. Je dis pour moi, le message, il est clair. Ce que je dis, je sais ce que je raconte. Je suis à peu près clair avec moi-même, même si des fois, ça peut être compliqué. Mais voilà, on est souvent plus au clair avec ce qu'on dit, mais la façon de le faire passer, voilà, c'est pas toujours évident pour la personne en face de nous de l'avoir compris. Donc, pas hésiter à dire, OK, moi, je te l'ai pas, voilà, je l'ai pas, c'est pas toi qui n'as pas compris. Voilà, c'est moi qui ne suis pas, qui n'ai pas été clair. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la relation? Alors, ça, c'est mon cheval de bataille à l'heure actuelle. Mais améliorer en fait la relation nécessite forcément de commencer par soi. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de changer de comportement. On parle de relation entraîneur-athlète, hein, mais dans n'importe quel type de relation. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de changer de comportement, de changer tout court. La seule chose sur laquelle vous avez du pouvoir, c'est vous-même. Donc, si vous voulez en fait que quelqu'un change de comportement vis-à-vis de vous, il faut d'abord commencer par vous changer de comportement vis-à-vis de lui. Et vous posez la question de moi, qu'est-ce que je peux faire autrement? Comment je peux me comporter autrement? Et dans la relation, c'est pareil. Donc, si à un moment donné, je veux transmettre quelque chose à l'athlète, je dois d'abord commencer par moi. Et je vous donne, alors athlète ou encore une fois d'autres, et je vous donne 3 exemples très clairs, hein. Si vous voulez donner confiance à votre athlète, commencez d'abord par avoir confiance en vous. Si vous voulez que votre athlète gère son stress, apprenez d'abord à gérer le vôtre. Et je l'ai encore une fois, je parle de mon expérience, mais je l'ai encore vécu il n'y a pas longtemps sur un championnat de France. J'accompagne un athlète, c'est ses premiers France. Moi, j'ai réglé mes problématiques de stress en compétition, il n'y a pas plus zen que moi maintenant, alors que, comme tout le monde à une époque, je ne l'étais pas forcément. Et l'athlète me l'a fait remarquer. Il me dit
Ah, t'es super calme, c'est cool, machin, comment tu fais? Je dis, ben, et je lui ai dit, hein, on en a parlé, je lui ai dit, ben, à un moment donné, si toi, je veux que tu sois calme, concentré sur ta compétition, posé et tout, si moi je te transmets du stress et que je cours dans tous les sens et que et qu'à un moment donné, tu vois que je suis stressé, ça va pas te donner envie d'être zen. Donc, et là, il a identifié que, ok, moi je suis calme, posé, machin. Et donc, c'est ça en fait. On transmet ce qu'on est. Donc, quand il me voit, il y a c'est pas moi, ça c'est pareil, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est les neurosciences ont montré qu'à un moment donné, en fait, je me mets dans l'état émotionnel de la personne et, des personnes qui sont avec moi, enfin de là ou des personnes qui sont avec moi. Donc, moi, quand j'accompagne un athlète, j'ai envie qu'il soit zen, qu'il ait confiance en lui, etc. Donc, voilà. Moi, je dégage ça parce qu'à un moment donné, j'ai travaillé sur ça et j'ai travaillé sur moi. Et alors ça, vous pouvez remplacer confiance, stress, etc. par n'importe quel mot. Je vous en donne un dernier, hein. Si tu veux aimer quelqu'un, commence d'abord à t'aimer toi-même. Voilà, et ça, je peux vous le décliner, je peux vous le décliner à l'infini, celui-là. Ça marche avec enfin, avec toute qualité, toute compétence, tout ce que vous voulez. Si vous voulez transmettre quelque chose à quelqu'un, il faut d'abord l'avoir en vous. Vous verrez que ça marche. Donc, ça, c'est aussi mon cheval de bataille, justement, par rapport à la fédération. Et enfin, je sais que ça commence à être pris en compte aussi. À un moment donné, on s'occupe des athlètes, on s'occupe du stress des athlètes, on s'occupe de machin, et les entraîneurs, ils arrivent aux compétitions, ils sont complètement cuits parce que il y a de la fatigue, il y a de la tension et machin, et donc là, ça commence à changer, tant mieux. Je voulais aussi parler de la compétition, parce que la compétition, c'est un moment à part dans la relation entraîneur-athlète, évidemment. Pourquoi? Parce qu'il y a une forte charge émotionnelle pour l'athlète et pour l'entraîneur, je vous l'ai dit. Donc c'est pour ça, travailler sur vous, comment vous êtes en compétition, se poser la question sur oui, comment je me comporte avec l'athlète, qu'est-ce que je peux lui dire, pas lui dire, euh, comment j'interagis avec lui, le questionner aussi sur qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il ne veut pas. Je l'ai vécu il n'y a pas longtemps. Il y a une athlète que j'accompagne maintenant depuis 5 ans. Et sur une séance qu'on a fait il n'y a pas longtemps, elle me dit, je me suis rendu compte euh, en, en compétition, en fait, que quand mon entraîneur me parlait juste avant que ce soit à moi, ça me perturbait. J'aime bien qu'il me fasse des retours juste après mon essai. Par contre, au moment où c'est à moi de reprendre, je ne veux pas l'entendre parce que ça me perturbe. Et donc, je lui dis, enfin, je connaissais déjà la réponse, mais je lui demande est-ce qu'il lui en a parlé. Elle me dit oui, oui, on en a parlé, on s'est mis d'accord. Et du coup, voilà, ça aide. C'est aussi à l'athlète d'aider le coach sur OK, comment on se positionne, de quoi tu as besoin, etc. Et plus l'athlète, évidemment, il monte dans le niveau, plus il va identifier ça et plus il va comprendre des choses. Donc, mais ça peut aussi marcher avec enfin, c'est une athlète qui est déjà à un certain niveau, hein, mais ça peut aussi marcher avec des plus jeunes. Parce que les plus jeunes, des fois, ils identifient que l'entraîneur, ce qu'il raconte là, c'est perturbant ou c'est gênant. Donc voilà, pas hésiter à en parler avec l'athlète, dire, OK, il y a des choses que je t'ai dit, qu'est-ce qui te va bien, qu'est-ce qui t'embête, qu'est-ce que je peux dire, et à quel moment on peut interagir. Il ne s'agit pas de tout cadrer et puis de ne pas laisser éventuellement de la place à un peu d'improvisation, évidemment, mais quelque part, le, plus vous connaissez comment dire, les besoins de l'athlète dans ces moments-là, plus vous pourrez y répondre facilement. Pourquoi c'est un moment à part aussi? Ben, évidemment, parce que les attentes sont au maximum, hein. Je suis dans une attente de résultat. Et en plus, je me suis entraîné souvent très longtemps pour cette compétition-là. Et donc, il y a aussi l'influence du stress de l'athlète et de l'entraîneur. Alors, c'est évidemment corrélé à la charge émotionnelle, hein. De toute façon, les deux sont liés.
Et puis évidemment, c'est des moments rares, notamment sur la compétition majeure, parce que c'est vrai que chez nous, on travaille beaucoup pour faire, voilà, pour avoir une ou deux compétitions importantes, très importantes dans l'année. Et forcément, dans ces moments-là, la relation, elle est différente, voilà, elle est mise à mal, elle peut être mise à mal, il peut y avoir de la tension, euh, encore une fois, pas forcément de la tension entre l'athlète et l'entraîneur, parce qu'il y a de la tension du moment. Donc, faut aussi savoir faire la distinction entre je suis tendu parce que je suis dans ce moment-là et il y a la compétition, et il ne faut pas que ça devienne une tension avec le coach ou que le coach mette de la tension avec l'athlète parce que lui est tendu. Donc évidemment, une compétition, c'est un moment à part, mais aussi, c'est aussi un moment à préparer. Plus vous préparez, donc préparation, anticipation, voir un petit peu les différents scénarios qui peuvent se dérouler, et puis mettre en place un plan d'action. Euh, Ça, c'est le point clé. En fait, c'est un des points clés de la préparation de la compétition. J'ai eu l'occasion de discuter avec un collègue qui fait de la préparation mentale, qui a accompagné l'équipe de France d'escrime sur les Jeux de Tokyo. Oui, c'est Tokyo, je crois. Et, euh, et en fait, en discutant, il me dit, on a identifié qu'en fait, qui avait le plus manqué souvent aux athlètes, enfin, aux sportifs français dans la préparation mentale, c'est ce qu'on appelle les what if. C'est l'aspect scénario. En fait, c'est qu'est-ce que je fais si, voilà, comment je réagis s'il se passe quelque chose, en fait. Donc, les what if, c'est s'il se passe ça, qu'est-ce que je vais faire? Et ils ont identifié vraiment sur la préparation pour Paris qu'il faut travailler sur, OK, j'anticipe, je travaille sur des scénarios possibles pour avoir en fait des portes de sortie, avoir des plans d'action, avoir des moyens de réagir. Quoi qu'il se passe, en fait, plus je travaille et plus je réfléchis à ce qui peut se passer et à différents types de scénarios, plus je vais avoir un panel d'actions possibles et plus je vais avoir de la prise sur ce qui se passe. Si je n'ai pas anticipé un maximum de choses, je vais me retrouver dans une situation où je peux, face au stress, me, me figer et puis plus rien faire ou avoir envie de prendre la fuite, puisque les trois réactions face au stress, c'est la fuite, la lutte ou la sidération. Et à un moment donné, si je n'ai pas anticipé ça, alors, je peux avoir la réaction de lutte, mais bon, c'est c'est pas toujours, c'est pas toujours la meilleure façon non plus de gérer. Donc, plus je vais cogiter avant ce qui va se passer, et plus je vais avoir différents types de scénarios, mieux ce sera. Évidemment, c'est un moment aussi à préparer avec mes routines. Donc ça, c'est en lien aussi avec les scénarios, hein. C'est mes routines, c'est qu'est-ce que je vais mettre en place moi dans ma préparation. Donc, des routines, ça peut être des routines d'attente. J'arrive sur le lieu de la compétition 2 jours avant, 3 jours avant, la veille, voilà. Et donc, je vais mettre en place des éléments, c'est qu'est-ce que je vais faire en attendant. Ça, c'est les moments d'attente, c'est les moments aussi, c'est des moments les plus coûteux en énergie si je ne sais pas quoi faire. Donc, une petite routine, c'est je sais que tel jour, je sais que j'arrive la veille, on arrive à peu près à telle heure, on va aller repérer le site de la compétition. Ensuite, on va aller peut-être partir un dossard, manger à l'hôtel, etc. Se lever, se coucher à telle heure, se lever à telle heure. C'est des trucs tout simples, mais qui à un moment donné vont donner le timing et permettre à l'athlète de ne pas être perdu à un moment donné, de se dire je ne sais plus quoi faire. Et c'est ça, c'est extrêmement coûteux en énergie en fait quand je ne sais pas quoi faire. Parce que c'est là où les idées commencent à arriver, le stress commence à monter. Voilà. Donc il faut arriver à mettre des petites routines en place. L'attitude, comment tirer profit de la situation, qu'est-ce que je veux, moi, comment je veux. Ça se travaille aussi, hein. C'est quelle attitude je veux avoir vis-à-vis de la situation. Comparer, dédramatiser, quelles ressources j'ai à disposition. Donc c'est pareil, toujours être dans voilà, ok, de quoi je peux me servir, qu'est-ce que j'ai déjà fait, comparaison, comment ça s'est déjà passé, dédramatiser, c'est ok, c'est une compétition importante, mais on ne joue pas sa vie non plus, voilà, on n'est pas en danger, hein. Voilà. Le stress, en fait, c'est une identification du danger de mort, hein. Et dire en situation de compétition, il faut se détendre, on n'est pas en danger de mort, donc il n'y a pas non plus de raison objective d'être sous stress.
Donc ça s'appelle remettre un petit peu dire de réflexion et revenir à un niveau logique, de dire, OK, je suis en compétition, mais voilà, tout va bien, hein, c'est bon, je vais rentrer chez moi ce soir et tout ira bien. Et puis évidemment, préparer donc la compétition avec le briefing et puis utiliser après le débriefing. Donc briefing, débriefing, c'est qu'est-ce que je veux faire moi dans le briefing, qu'est-ce que je veux faire passer comme message, qu'est-ce que j'ai envie de donner à l'athlète, dans quel état j'ai envie qu'il soit à la sortie du briefing. Et puis derrière, aussi se poser la question de est-ce que mon briefing a été utile, comment ça s'est passé, quel mot je vais utiliser, quel mot est-ce que j'ai été clair sur ce que je voulais lui dire. Ça fait aussi partie des éléments importants à préparer avant la compétition. Et puis le débriefing, évidemment, après, faire le point sur comment il a vécu la compétition, qu'est-ce qu'il en retire. Ça, c'est des éléments aussi qu'on oublie souvent de faire. J'avais fait une visio sur le débriefing de la saison en septembre l'année dernière, mais il y a aussi des temps de débriefing pendant la saison. C'est après une compétition. Qu'est-ce que j'ai appris de la compétition? À quoi elle va me servir pour la suite? Qu'est-ce que j'ai fait, quels éléments je peux garder, quels éléments je dois changer. Voilà, ça fait partie des éléments, des choses à questionner avec l'athlète tout au long de la saison, évidemment. Et puis alors, malgré toute la bonne volonté qu'on peut mettre dans la relation à l'améliorer, évidemment, la relation, elle peut prendre fin pour diverses raisons. Euh, donc, je vous l'ai dit, je vous ai donné je vous cite la référence, le site, donc c'est psychologiesport.fr. Il y a tout un article sur la relation entraîneur-athlète qui est hyper intéressant. Donc, ça, c'est des petits extraits que j'ai pris parce que je trouve ça assez, assez parlant. La rupture peut parfois être très douloureuse quand l'entraîneur vient occuper une place importante dans la relation. Il confond sa propre motivation avec celle du sportif. Donc, vous voyez, on revient, je boucle la boucle, là, on revient au début de l'intervention, ou dans le pourquoi j'entraîne, à un moment donné, la motivation que j'ai moi, c'est pas, enfin, c'est pas une motivation que je dois donner aux sportifs. D'accord? Moi, si j'avais envie, moi, d'être champion du monde ou champion olympique, à un moment donné, le sportif, il n'a peut-être pas envie de ça. Donc, je ne suis pas là pour vivre à travers le sportif. Le projet commun est parfois flou et l'entraîneur confond la demande du sportif avec ses propres fantasmes de réussite. Ce que vient chercher l'entraîneur doit être résolu également et la motivation personnelle, il ne doit pas suppléer celle du sportif. D'accord? Donc, si vous avez envie, vous, d'entraîner un champion du monde ou un champion olympique et que vous tombez sur quelqu'un qui a envie d'être champion du monde ou champion olympique et en a les moyens, évidemment, on est raccord. Par contre, c'est sa réussite à lui. D'accord? Donc, pour que la rupture soit sereine, quand rupture il y a, il faut apprendre à détacher les aspects affectifs en jeu et la relation et ses liens avec la performance. D'accord? Moi, je suis là pour accompagner et faire grandir des athlètes jusqu'à un certain niveau de performance, parce que je suis orienté entraînement-performance, mais à un moment donné, s'il a envie d'aller voir ailleurs et d'aller s'entraîner ailleurs, libre à lui. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il appartient à personne, l'athlète, il appartient à lui-même. Donc, il y a des choses que j'entends encore et que j'ai plus envie d'entendre, c'est oui, machin, il m'a piqué mon athlète. Ben non, l'athlète, il t'a pas signé il t'a pas signé un droit de propriété sur lui pour à vie, quoi. Donc tu lui as apporté des choses, ok, il est parti, tant pis. C'est normal. S'il a envie d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs, il a le droit. C'est sa vie à lui. Donc, il faut que l'entraîneur fasse l'investigation de ses propres failles. Et donc, comme le précise Jean Mocco dans Psychanalyse et éducation, la première connaissance que doit posséder tout éducateur est la connaissance de lui-même, spécialement de ses sources profondes, de sa sensibilité relationnelle. Donc, encore une fois, on boucle la boucle. Là, je vous ai dit, commencez par vous-même. Et ben voilà, on y revient. C'est connaissez-vous, sachez, c'est pour ça mes questions de départ n'étaient pas innocentes. Hein. Qui suis-je, pourquoi j'entraîne? C'était des questions bien évidemment reliées voilà, à la connaissance que vous avez de vous. S'interroger sur pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais, et puis donc
moi, ma connaissance de moi et de ma sensibilité relationnelle. Et puis évidemment, donc ça c'est une petite citation que je trouve, pareil, qui est toujours dans le même article, hein, qui me semble hyper intéressante, euh, parce que c'est de plus en plus ma façon de voir les choses. Ça n'a pas toujours été, évidemment, hein, parce que voilà, quand vous êtes jeune entraîneur, vous êtes content d'avoir des athlètes qui sont bons, qui font des résultats, etc. Donc, vous aimez bien aussi prendre un petit peu de lumière. Ça fait partie de la. C'est humain, hein, d'avoir envie d'être un petit peu dans la lumière. Par contre, voilà, je trouve l'exemple la citation très intéressante. Alors, c'était un entraîneur national de Denis, j'ai pas son nom, mais voilà, qui dit on se doit se dire qu'on n'y est pour rien. Je crois que pour fonctionner comme ça, il ne faut pas se dire que l'athlète est là grâce à moi. Faut pouvoir rendre sa liberté à l'athlète sans que ce soit quelque chose de dramatique pour tous les deux. C'est dur de temps en temps quand j'ai un mec qui est champion du monde junior. Mon ego ferait que j'aimerais bien être sur la photo à côté de lui, prendre le micro et parler, expliquer comment je l'entraîne pendant des heures, mais je me refuse à le faire. Je m'en vais, je me mets en retrait parce que je n'ai pas le droit de lui voler ce qui est à lui. La performance, elle appartient à l'athlète. Je vous ai dit tout à l'heure que l'athlète était responsable de sa performance et quand il fait une performance, c'est sa performance à lui. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est la relation qu'on a entre nous, c'est le respect, l'amitié, même une certaine forme de tendresse. Mais je sais que c'est lui, ce n'est pas moi. Et dans ces cas-là, on n'est jamais déçu. Donc, quand j'arrête avec un joueur, on a de bons rapports, je le mets dans une situation où je ne veux plus être présent. Donc, ça, c'est pour moi un entraîneur qui a tout compris. Il sait que voilà, c'est l'athlète qui est porteur de la performance. Nous, on est des accompagnateurs, on est des guides. Encore une fois, voilà, je fais un tour sur moi-même et je retombe sur mes pattes. On est des guides, on est des accompagnateurs. On n'est pas, voilà, on a une petite part évidemment dans la réussite de l'athlète, hein. Mais c'est quand même le vrai porteur de la réussite, c'est évidemment le sportif. Et je vais terminer donc par une petite question avant de vous laisser donc le questionnement dans le fil de discussion, comme d'habitude. Voilà, un petit temps de réflexion pour vous. Si vous aviez une chose à améliorer chez vous pour mieux vivre votre ou vos relations avec le ou les athlètes que vous encadrez, qu'est-ce que ce serait? Voilà, je vous laisse cogiter ça pour vous. Si vous n'avez pas eu le temps de reprendre les questions, de prendre les questions que je vous avais envoyées, je vous suggère de le faire pour vraiment vous mettre au clair sur voilà, où est-ce que vous trouvez votre satisfaction. Et à un moment, c'est si je trouve ma satisfaction dans autre chose que le résultat de l'athlète et être sur la photo, vous verrez que vous vivrez beaucoup mieux les relations avec les athlètes. Et voilà, moi, ce qui me satisfait, c'est que j'ai gardé avec plein d'athlètes de très bonnes relations. J'ai encore eu le cas cette semaine. J'ai une athlète qui est partie en Allemagne il y a une douzaine d'années maintenant, presque, oui, presque 15 ans, qui s'est entraînée pendant 6 ans avec moi. Et chaque fois qu'elle revient en France, ça faisait plus de 3 ans qu'on ne s'était pas vu avec le Covid. Lundi matin, à 8h15, elle m'envoie un message, t'es dispo aujourd'hui, je suis dans le coin. Donc elle habite en Allemagne, elle revient de temps en temps parce que sa mère habite pas très loin de chez moi. Elle était là cette semaine. Et le premier truc qu'elle a fait en arrivant, c'est de m'envoyer un message pour me dire je suis sur Besançon aujourd'hui, est-ce que tu es là? Et voilà, j'ai passé une heure et demie ensemble, on a bu un café, on a discuté, et voilà. Et c'est ça en fait. C'est ça qui m'intéresse, c'est que j'ai créé quelque chose avec elle. Et à un moment donné, elle a fait le choix de partir en Allemagne. Elle est partie, tant mieux pour elle. Donc c'est son choix, c'est sa vie. J'avais pas de, j'avais un moment donné, pas, on n'a aucun droit de dire, faut pas que tu t'en ailles, non, voilà. Donc quand vous êtes vraiment, quand on est au clair là-dessus, on vit bien. Et en plus, et je conclurai là-dessus, ça fait longtemps que j'ai l'habitude d'expliquer aussi aux entraîneurs que j'ai en formation qu'en fait, un entraîneur, c'est un point de passage dans la carrière d'un athlète. C'est-à-dire que l'athlète, je le prends à un point A, je l'emmène jusqu'à un point B, et peut-être qu'il va s'arrêter au point B parce qu'il n'ira pas plus loin, ou peut-être qu'il va aller plus loin du point B au point C avec quelqu'un d'autre, et tant mieux. Et c'est ça le but, c'est que
je ne donne pas, enfin, j'amène des choses aux athlètes, je vous l'ai dit tout à l'heure, on leur amène plein de choses, mais je ne leur amène pas plein de choses pour juste pour en tirer profit pour moi. Je leur amène plein de choses parce que c'est ça mon plaisir, c'est d'apprendre des choses et de faire progresser les gens. Voilà. Si vous avez des questions, le, le fil de discussion est ouvert. Ou est-ce que j'ai été super clair? Ou est-ce que j'ai endormi tout le monde? Je ne sais pas. C'était très clair. Tant mieux. Après, encore une fois, je vous partage moi ce que comme la façon dont je vis les choses et dont je ressens les choses en tant qu'entraîneur. Et j'ose espérer j'ose espérer que je suis à peu près dans le vrai. Alors, il est parfois difficile de concilier les différents objectifs dans un groupe. Effectivement, c'est pas toujours évident euh, d'avoir, surtout quand vous avez des groupes disparates avec. Donc après, ce qu'il faut, enfin, la gestion de groupe, elle est effectivement, je vous ai dit, elle est effectivement plus compliquée. Euh, Moi, ce que j'aurais tendance à vous proposer, c'est en début d'année, faites un petit questionnaire tout simple, hein. C'est pourquoi voilà, vous le distribuez aux athlètes. Vous dites, voilà, moi j'aimerais savoir en fait quelles sont vos attentes, donc pourquoi vous êtes là, quels sont vos objectifs, etc. Et à un moment donné, vous allez pouvoir aussi identifier dans votre groupe les différentes attentes. Euh, Vous n'êtes pas forcément en capacité de répondre à toutes, ça on est bien d'accord. Donc après, c'est toujours pareil, c'est se mettre d'accord sur qu'est-ce que vous apportez à chacun, aux uns, aux autres, pourquoi vous, vous êtes là. Encore une fois, c'est pourquoi j'entraîne, pourquoi l'athlète s'entraîne. Et à un moment donné, moi, je peux avoir envie d'entraîner pour faire de la performance. Et il y a des athlètes qui vont venir avec cette envie-là aussi et d'autres pas. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas forcément m'occuper d'eux, mais quelque part, à partir du moment où moi, mes attentes, enfin, mes envies d'entraîneur, euh, comment dire, elles ont voix au chapitre aussi. Donc, je peux aussi être clair avec les gens qui sont dans le groupe en disant, voilà, moi, mon envie, enfin, mon envie et le pourquoi j'entraîne, c'est de la communication, hein. Le pourquoi j'entraîne, c'est parce que j'ai envie d'entraîner des gens qui font de la performance. Donc, je vais m'occuper en priorité, j'en parle encore une fois en connaissance de cause, hein. Moi, j'ai eu des athlètes qui faisaient de la perf et des athlètes qui faisaient, voilà, qui venaient s'entraîner parce qu'il y avait les copains, parce que pour s'entretenir, etc. Et mon discours, il était là-dessus, hein, il était clair. C'est moi, je suis là pour entraîner les athlètes qui font de la perf. Vous êtes dans le groupe, bien évidemment, vous êtes les bienvenus. Par contre, à un moment, c'est vous venez, la séance que je propose, ben, vous prenez la séance, vous ne venez pas revendiquer de faire ci, faire ça, vous venez, vous prenez ce qu'il y a à prendre dans la séance, mais la séance, elle est d'abord orientée vers ceux qui font de la performance, ce qui ne m'empêche pas de donner deux, trois conseils, de regarder ce qui se passe, etc. Mais voilà, je ne veux pas derrière entendre le reproche de ouais, tu t'es pas occupé de nous, etc. Non, à partir du moment où on est sur sur la même logique, enfin, on est sur une logique qui est clairement établie. On revient à la logique, on revient à la notion de cadre. C'est je définis mon cadre d'intervention et à un moment donné, ben ok, les gens qui sont là, ils acceptent le cadre. Mais là, on est sur la même optique. Les athlètes, on est pour les athlètes. Les athlètes ne s'appartiennent pas, évidemment. Très souvent, les égos d'entraîneurs, et puis, voilà, c'est effectivement si apprendre à mettre son ego de côté, euh, c'est pas toujours, voilà, c'est pas toujours évident. Prendre un peu de recul pour l'assimiler, mais super, l'écoute, c'est se taire, et ouais. Euh,
Il y a une autre relation entre un entraîneur et ses athlètes lorsque celui-ci est payé pour ça et un entraîneur bénévole qui fait ça une fois par semaine. Euh, alors, la relation de l'entraîneur rémunéré en athlète, il n'y en a pas beaucoup. Alors, il y a quelques athlètes qui rémunèrent leur entraîneur, euh, mais ça reste vraiment à la marge. Après, dans la relation, c'est pas parce qu'on me rémunère que c'est pas parce que l'athlète me rémunère qu'il est en droit d'attendre une obligation de résultat. Je reviens à mon obligation de résultat, hein. Je fais souvent des pirouettes, mais donc c'est pas parce que l'athlète rémunère l'entraîneur qu'à un moment donné, l'entraîneur il a une obligation de résultat, hein. Et dans la relation, euh, ça n'empêche pas qu'à un moment donné, dans la relation, il doit y avoir comment dire, du respect, il doit y avoir les éléments dont on a parlé, hein, voilà, le respect, l'écoute, l'échange. Pour moi, ça change pas tant que ça en fait. C'est pas non plus. Par contre, c'est sûr que les attentes mutuelles vont être beaucoup plus élevées. Mais dans les attentes, ça va être le côté, enfin, elles vont être sur l'aspect implication, moyens, etc. Je me donne évidemment beaucoup plus, enfin, je suis en droit d'attendre en tant qu'athlète beaucoup plus de choses d'un entraîneur que je rémunère que d'un entraîneur bénévole. Ça, on est bien d'accord. Il n'empêche pas que si j'ai beau être entraîneur bénévole, j'ai aussi moi mes attentes en tant qu'entraîneur. Et les sportifs dont je m'occupe, ils ont leurs attentes aussi. Et ça n'empêche pas de se mettre au clair là-dessus. Le questionnaire peut-il fonctionner avec des benjamins minimes? Oui, sans souci, oui. Ça peut tout à fait marcher. Après, je dis, faites des choses simples, hein. Pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu attends de l'entraînement? Qu'est-ce que tu auras envie enfin, qu'est-ce que tu as envie de faire? Éventuellement la discipline là où les disciplines qui te plaisent, voilà, des choses vraiment assez simples pour, euh, pour savoir où vous allez. Et puis surtout, ça évite après, a posteriori, d'avoir ah ouais, mais on a plein de monde à l'entraînement, mais ils veulent pas venir aux compétitions. Bah oui, mais si déjà, il faudra leur demander au départ, plutôt que, plutôt que de dire on entraîne plein de monde et ils viennent pas aux compétitions. Bah ouais, c'est. Ouais, enfin, alors, moi déjà, je vois le problème. Pour moi, il n'y a pas de problème. On a le droit de ne pas avoir envie de faire de compétition. Après, c'est aussi, si vous êtes orienté sur la compétition, c'est aussi, en tant qu'entraîneur, faire le chemin vers l'athlète aussi, lui dire, OK, tu veux pas faire de compétition, pourquoi? Il y a plein de raisons de ne pas vouloir faire de compétition. Alors peut-être que tu n'as pas envie, peut-être que tu n'as jamais essayé, peut-être que ça fait 21 ans, 22 ans que je suis cadre technique. C'est pas rare que j'ai eu des gens qui me disent ah, le gamin là, il voulait jamais venir aux compètes, machin, et là, ça fait 3 mois, là, il est à fond, machin. Donc, à un moment donné, si vous dites tu veux pas faire de compète, tu n'as rien à faire là, vous n'avez aucune chance de lui donner envie d'en faire. Les attentes et les motivations, elles évoluent. Voilà, peut-être que le gamin il a peur de venir, peut-être que donc faut aussi en discuter avec lui, peut-être qu'il a juste la trouille de venir et qu'à un moment donné, en dédramatisant le truc, en disant mais tu sais, la compétition c'est pareil que ce qu'on fait à l'entraînement, hein, il y a rien de grave, hein, tu peux venir. Donc c'est ou peut-être qu'il y a des problématiques d'organisation parce que les parents sont séparés, parce que. Donc ça, c'est pareil, c'est des choses aussi à discuter. Ça se trouve, le gamin, il a peut-être envie de faire de la compétition, puis il vient pas, parce que le week-end, tel week-end, il est chez papa ou chez maman, et que peut-être qu'en discutant aussi avec les parents, vous pouvez arriver à trouver des arrangements pour que le gamin il soit là un week-end où il y a compète. Enfin, ça, il y a plein de choses. Mais donc c'est pas toujours évident d'avoir voilà, enfin, d'avoir le pourquoi du comment, mais voilà, le côté questionnaire, ça permet aussi derrière de se mettre au clair. Et puis après, si la personne n'a pas du tout envie de faire compète, eh ben, c'est son droit aussi. Alors, je gère plus de 40 athlètes, ils me semblent être à l'écoute de tout le monde malgré tout. Est-ce que tu as un conseil à me donner? Euh, un conseil, je ne sais pas, parce que je ne sais pas si je suis le mieux placé
pour conseiller puisque je ne connais pas la situation. Après, dans un groupe de 40, écouter 40 personnes, ce n'est pas toujours facile. euh, à la limite, le conseil que je pourrais donner, c'est que l'écoute, ça passe aussi par les yeux. Donc, prenez, observez un petit peu ce qui se passe dans les interférences dans le groupe. On a toujours le côté écoute de la parole, mais voilà, apprendre à observer et à regarder un petit peu voilà, ce qui se passe dans les interactions, etc. Quand il y a des tensions dans un groupe, en observant bien, ça se remarque assez vite. Donc voilà, pour désamorcer les choses, le fait de voilà, apprendre à regarder un petit peu plus les interactions, ce qui se passe dans le groupe, c'est toujours intéressant. Il y a relation entraîneur-athlète, on pourrait aussi parler relation entraîneur et parents, entraîneur-président de club, évidemment. On demande pas mal de choses d'entraîneur, c'est peut-être une autre intervention. Ça pourrait être le sujet effectivement d'une autre intervention. La relation entraîneur-parent, elle n'est pas toujours facile enfin, elle se complique surtout quand le parent comment dire, veut se mettre à la place de l'entraîneur ou veut savoir mieux que l'entraîneur ce qu'il faut faire. C'est souvent la problématique, c'est souvent une des problématiques qu'on me pose, hein. À un moment donné, enfin, la meilleure des options est, encore une fois, ce que je fais moi, hein. Moi, quand j'ai un parent qui se prend pour le coach, je lui rappelle gentiment que le coach, c'est moi, que s'il a envie d'entraîner, il est le bienvenu parce qu'on manque de monde dans les clubs. Donc ça, c'est une bonne option aussi de dire, bah, vous voulez entraîner? Venez, hein. Nous, on vous prend, il n'y a pas de problème, on va vous former. Par contre, à un moment donné, l'entraîneur de votre enfant, c'est moi. Donc, en tant que parent, la seule chose que je vous demande de faire, c'est, si vous venez aux compétitions, vous êtes là, vous dites bravo à votre enfant, quoi qu'il fasse. Que ça soit, que sa performance soit pour lui bonne, pas bonne, etc. C'est juste, voilà, vous êtes là pour l'encourager et lui dire bravo de ce que tu as fait, point. Vous n'êtes pas là pour évaluer la performance, vous n'êtes pas là pour donner des conseils, c'est juste là pour l'encourager et pour le soutenir, voilà, lui dire que ce qu'il a fait, c'était bien et voilà, et le soutenir s'il est frustré ou s'il est triste de ce qu'il a fait. Voilà, mais à aucun moment, c'est à vous d'évaluer ce qui se passe ni de donner des conseils. Donc, en général, après, ça se passe bien, une fois que vous avez fait ça. Ça peut ne pas bien se passer. J'ai eu aussi des gens qui me disaient, ouais, le père ou la mère, enfin souvent le père d'ailleurs, il pense qu'il s'y connaît, il lâche rien, machin. Et ben, c'est malheureux, mais après, s'il faut en arriver à un moment donné à dire soit vous venez plus, soit je m'occupe plus de votre enfant, ça fait aussi. Alors, c'est malheureux pour le gosse, hein, mais quelque part, c'est peut-être un service à rendre aussi. Si vous identifiez en plus, Stéphane, merci, les parents mettent la pression aux enfants. Je parlais de faire plaisir. Pourquoi je fais de l'athlé? Pour faire plaisir. J'ai connu ça, j'en ai eu des exemples, je vous en donne plein, hein. Une, une fille de chez moi qui faisait du demi-fond, le demi-fond, elle en avait à rien. Enfin, voilà, je ne vais pas dire de gros mots parce que je suis en train de m'enregistrer, mais voilà, elle s'en foutait un peu du tiers comme du quart. Et sauf que quand elle était cadette, elle était bonne, elle était championne de France, machin, donc il y avait les parents derrière, vas-y, il faut continuer, il faut courir, il faut courir, il faut courir. Et puis en fait, plus ça allait, plus elle s'effondrait parce qu'en plus, elle avait été pas très bien entraînée, donc un peu poussée, un peu trop d'être trop jeune. Et à un moment donné, voilà, quand elle a eu 19-20 ans, enfin, elle a dit à ses parents qu'ils la faisaient chier et que elle voulait faire du cheval et que l'athlé, elle n'avait plus envie d'en faire, quoi. Donc à un moment, ça rime à rien de. Donc effectivement, les parents qui mettent la pression aux enfants, pareil, il faut leur dire détendez-vous, c'est votre enfant, il n'est pas au championnat du monde, on n'est pas aux Jeux Olympiques, il est là pour se faire plaisir. Si la compétition devient un vecteur de stress pour les enfants, à un moment donné, ou si le sport devient un vecteur de stress pour les enfants, c'est pas la peine. Voilà. Donc il faut aussi justement, en fait, c'est juste remettre en évidence qu'à un moment donné, le parent, il n'est pas bon avec son enfant. Lui dire, là, ce que vous faites, vous êtes en train voilà, de créer du stress chez votre enfant, machin, vous n'avez pas envie que votre enfant il soit stressé. Voilà, tu as dû recadrer le papa, mais il faut pas hésiter.
Il dit, voilà, là, vous êtes en train de stresser votre enfant, donc non, moi, il y a pas de, il est déjà en capacité de se mettre assez de stress lui-même, donc on dit, tant, vous êtes là pour l'encourager, pas pour le stresser. Il faut y aller vraiment avec, faut y aller avec le côté justement explicatif en disant, voilà, ce que vous faites là, est-ce que vous pensez que c'est intéressant pour votre enfant? Est-ce que vous pensez que ça va l'aider, voilà, à s'exprimer, à être plus libéré en compétition quand vous êtes sans arrêt derrière lui, machin, donc en général, ça fait son effet aussi. Je dis en général parce que vous trouverez toujours des exceptions de, voilà, de gens qui veulent à tout prix savoir mieux que vous, faire mieux que vous. Mais je reste persuadé que dans 99% des cas, les personnes se diront: «Ah ouais, effectivement». Moi, j'ai eu le cas dans mon club il y a quelques années, hein, voilà, le gamin, alors en fait, les parents en plus avaient fait de l'athlé, donc forcément, ils se sentaient encore un peu plus légitimes pour donner des conseils, machin. Donc l'entraîneur disait un truc, les parents disaient un autre truc, le gamin était paumé. Donc le président du club, quand ne voyait pas ce qu'il avait à dire par la poste, a chopé les parents le lundi en disant: «Bon, ce que vous avez fait ce week-end, voilà». Je sais même, non, il n'a même pas eu à les recadrer. Ils sont venus le lundi eux-mêmes s'excuser et dire OK, on ne le fera plus, parce que je pense que le gamin a peut-être dû en parler, a peut-être dû leur en parler le week-end. Et ils sont venus s'excuser d'eux-mêmes et on dit voilà, enfin, on n'était pas à notre place, machin, voilà, on tenait à s'excuser auprès de l'entraîneur et auprès du club, machin. À partir de maintenant, on sera aux compétitions, mais on on ne dira plus rien. Donc, voilà, ça fait partie des éléments importants aussi, effectivement, gérer les parents. Voilà, écoutez, on arrive au bout de notre soirée. S'il y a encore une question, allez, une dernière, s'il y a quelqu'un qui a la dernière question de la soirée. Non, bon. Eh bien, s'il n'y a plus de questions, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et puis, je vous enverrai donc le support si vous le souhaitez, et puis le lien si vous avez envie de regarder à nouveau cette visio. Voilà, bonne fin de soirée à vous. Merci beaucoup.